La première question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu regardes un petit peu tes réservations aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que le monde va bien? Je pense que le monde va mal. On n'est plus dans une évolution actuelle vers ce que j'appelle plus d'humanisme. On vit un retour en arrière, hein. Pour moi, les populistes se croient forts, mais à mon avis, c'est le début de la fin pour eux. Tout ce qui est standard et simple, je pense que l'IA va le faire à la place des humains, très vite. Et en même temps, sur les outils, sur les choses que font nos conseillers qui sont beaucoup plus complexes, l'IA va pouvoir par contre énormément les aider. Sur les 12 derniers mois, les États-Unis, qui étaient la première destination de voyageurs du monde, depuis 30 ans. Les États-Unis sont en baisse depuis un an de 70%. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Whatever It Takes. Aujourd'hui, invité exceptionnel pour un épisode exceptionnel. Mais avant d'aller plus loin, je serai toujours accompagné de mon acolyte de toujours, Yann Mank, analyste chez Chroma Trading. Hello Yann. Hello, bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bonsoir, bonjour. Bah écoutez, avant d'aller plus loin, je vais quand même présenter notre invité du jour. C'est un invité assez exceptionnel parce que l'objectif, en tout cas, de notre épisode du jour était surtout un petit peu de répondre à une certaine problématique. C'est l'impact de la macroéconomie sur les business models et sur le développement des entreprises. Donc, comme vous le savez, hein, beaucoup de personnalités défendent de l'analyse fondamentale, à raison, tout en expliquant qu'il faut absolument lire les bilans financiers pour comprendre les entreprises, tout en ayant bien évidemment ses propres hypothèses pour savoir un petit peu les performances potentielles à court, moyen ou à long terme de ces entreprises-là. Sauf que ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est un petit peu différent. Parce que les règles du jeu changent parfois, même souvent, surtout aujourd'hui. Et c'est un petit peu la problématique auquel fait face les entreprises d'aujourd'hui. Des changements de règles du jeu. Et cela est dû généralement à la macroéconomie et à la géopolitique. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est en plein conflit entre l'Iran et les États-Unis. Donc, l'un des secteurs les plus touchés est bien évidemment le secteur du tourisme. Qui de mieux pour nous en parler? Bien évidemment, le PDG d'une grande société française, une société française qui fait de très belles performances sur les marchés aujourd'hui. Depuis son introduction en bourse, c'était, je crois, en 2006, donc c'est sa 20e année. C'était en juillet d'ailleurs de mémoire, et elle fait quasiment 570% de performance depuis cela. C'est une très belle société et son dirigeant est quelqu'un que je suis beaucoup dans les médias, mais aussi à l'écrit, puisqu'il est disponible sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et c'est quelqu'un de très apprécié par pas mal d'investisseurs. C'est Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous les deux. Bah écoute, j'espère. Un plaisir. Bah c'est un énorme plaisir pour nous, un vrai honneur. Et si tu veux, on va aller un petit peu droit au but. On va commencer par une certaine introduction. L'objectif, c'est un petit peu d'avoir ton parcours, de comprendre un petit peu d'où tu viens et comment tu as réussi à construire cette magnifique boîte qui est Voyageurs du Monde. Mon parcours, au départ, moi, je suis un peu comme Yann, hein. J'étais un trader sur les marchés financiers. Je suis un mathématicien à la base. Et puis très vite, ça m'a ennuyé parce que je trouvais que ça manquait un peu de profondeur. Et je me suis mis à diriger une entreprise qui faisait des logiciels pour les gens comme Yann, pour leur permettre de prendre des meilleures décisions d'investissement, en particulier sur les marchés de taux, les marchés d'options, les marchés à terme, etc. J'ai dirigé cette entreprise une dizaine d'années, elle s'appelait Fininfo, c'est un espèce de petit Bloomberg français. Et puis, j'ai eu envie d'être chez moi, de ne pas être simplement un dirigeant, d'être un peu une entreprise qui m'appartienne avec mes amis. Et on a décidé de filer dans le voyage, parce que j'étais un passionné d'histoire et de géographie. Et on a racheté, il y a 30 ans, Voyageurs du Monde. Et puis, on a décidé de la positionner comme la championne du voyage sur mesure en individuel. Et aujourd'hui, on fait à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, la moitié sur le voyage sur mesure, la moitié dans le voyage d'aventure, et on est les leaders européens de ces deux secteurs. Voilà, pour vous situer. Donc évidemment, l'économie mondiale et la géopolitique mondiale nous touchent énormément, hein, évidemment. Je me doute. Bah d'ailleurs, en parlant de ça, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu regardes un petit peu tes réservations aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment, c'est un peu bête comme question, mais je pense que c'est très important, est-ce que tu as le sentiment que le monde va bien ou est-ce que tu as l'impression que les choses sont en train de se tendre? Alors, je dirais que je pense que le monde va mal parce que on n'est plus dans une évolution actuelle vers ce que j'appelle plus d'humanisme, plus de gens éclairés, plus de droit international, plus de cour pénal international, ce genre de choses
qui vont évoluer la société. Là, on vit un retour en arrière, hein, très clair, hein, des populistes. Et en même temps, je pense que le temps d'aujourd'hui est beaucoup plus court que le temps d'hier. Donc, en fait, pour moi, les populistes se croient forts, mais à mon avis, c'est le début de la fin pour eux. On l'a vu avec Orban. Notre ami Trump fait n'importe quoi du matin au soir. Poutine, qui a une des plus grandes armées du monde, est incapable de gagner une guerre contre un petit pays qui se défend de façon extraordinaire. Donc moi, je pense que les populistes qui pensent qu'ils ont le vent en poupe, à mon avis, ont déjà le vent dans le dos. Ça commence à être chaud pour eux. Donc pour moi, tout ça est temporaire. Donc ceci dit, clairement, le vent ne va pas très bien. On n'est plus dans la coopération internationale, on n'est plus dans l'humanisme, les populismes montent partout, l'intolérance monte partout, on parle plus de ségrégation que d'universalisme. Bon, tout ça n'est pas bon signe. Mais en même temps, évidemment, c'est pas très bon pour le voyage. Mais paradoxalement, nos réservations, elles restent bonnes. Parce que, même si tu as un moment de tension comme la guerre Iran-États-Unis qui ont fait baisser nos réservations chez nous au mois de mars d'à peu près 25%, on cumule, on reste en croissance parce que le voyage devient un refuge de première nécessité pour se retrouver, s'émanciper et sortir de cette morosité épouvantable. Donc, c'est plus compliqué de savoir où tu vas voyager, à quel moment et comment, mais paradoxalement, même si on a des gros à-coups, des gros trous d'air, globalement, on s'en sort pas mal. Parce que le voyage est devenu un produit de première nécessité, pour des raisons presque spirituelles. Tu vois? C'est-à-dire que tu dois manger, tu dois te loger, mais tu dois aussi voyager, parce que si tu ne voyages pas, bah, c'est le loisir que préfèrent les gens dans le monde entier et de plus en plus. Et d'ailleurs, le nombre de gens qui voyagent ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que c'est une industrie qui, en gros, croît de 4% par an dans le monde. Et les nouveaux voyageurs, bah, c'est les Indiens, c'est les Chinois, c'est les Brésiliens, c'est toutes ces populations des pays émergents qui voyagent de plus en plus. Et dans les pays occidentaux, on voyage de plus en plus. Et d'ailleurs, quels sont les deux pays qui voyagent le plus dans le monde en termes de proportion de population? Les Anglais et les Allemands. Et pourquoi? Bah, parce que chez eux, c'est épouvantable. La météo, l'ambiance, etc. On a envie d'aller dans la Méditerranée, qui est merveilleuse, du Maroc à la Grèce, en passant par le Liban, la Palestine ou Israël, c'est des pays merveilleux. Pourquoi tout le monde va en Méditerranée dans le monde? Bah parce que c'est merveilleux la Méditerranée, et des deux côtés des rives. C'est pour ça que les populistes, ils ont tort. Parce qu'en fait, les humains, ils veulent autre chose. Mais comme ils ont peur, certains d'entre eux, bah ça vote Marine Le Pen, Erdogan, Trump, tous ces grands humanistes qui vont éclairer la civilisation mondiale. Effectivement, on le voit, on voit que ça rayonne. On voit que l'humanisme rayonne, surtout depuis novembre 2024. Moi, Eh ça me oui, fait, eh oui, j'ai envie de vous poser la question, eh oui, même justement. les Israéliens font n'importe quoi. Moi, j'ai toujours été un grand défenseur de l'État d'Israël, des Juifs dans le monde entier. Mais aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement israélien fait partie de ce monde populiste et marque des buts contre son camp toute la journée. C'est Alors, comme c'est ça. bien d'ailleurs que vous fassiez le distinguo entre la population juive, voire même les civils israéliens et le Bien sûr, gouvernement. bien sûr, mais Ça je vais nous vous dire, évitera des problèmes aussi. des juifs qui sont favorables ou défavorables en France au gouvernement Netanyahou n'ont pas à subir les conséquences de ce que fait le gouvernement Netanyahou. C'est le niveau zéro de la réflexion. C'est comme ces imbéciles de l'extrême droite qui veulent nous amalgamer tous les musulmans à des djihadistes. C'est insupportable. C'est Non, insupportable. complètement d'accord. Bah, Et d'ailleurs, pour ces le gens coup. qui revendiquent la France, les valeurs de la France. Mais qu'est-ce que c'est les valeurs de la France? Qu'est-ce que c'est les valeurs de la France? C'est l'universalisme, les droits de l'homme, le droit d'asile. On a donné ça aux Nations Unies. La Charte des Nations Unies sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a été écrite par des Français. Donc moi, ils me font marrer, hein, ces gens qui se revendiquent de l'universalisme. C'est comme quand vous avez Monsieur Zemmour qui revendique la France aux Français.
Les Francs étaient des hordes de Huns germains qui ont envahi la France et qui se sont comportés comme des voyous. Magnifique, hein? On est toujours l'immigré de quelqu'un. Ah, je pense que ce sera parfait. On pourra inviter Éric Zemmour sur le prochain Ah épisode. ben, invitez-le. Avec moi, en plus, on va se marrer. Ce Pour vous dire, ça va ce serait choquer. magnifique. Ce serait magnifique. Alors, Jean-François, si vous me permettez, Omar a parlé justement d'une situation qui pourrait se tendre et vous avez évoqué le voyage comme produit de première nécessité. Alors, justement, parmi les ménages, avec l'inflation qui augmente, la pression sur le pouvoir d'achat, etc., il y a forcément des coupes budgétaires. Est-ce que les ménages coupent également dans le voyage, comme on pourrait faire des économies ailleurs, par exemple sur les restaurants, etc. Ou est-ce que le voyage garde cet aspect sacré, comme vous le disiez très justement Alors, lors de votre réponse à Omar? plus vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, plus vous coupez dans le voyage. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas que des gens aisés et riches qui voyagent. Il y a énormément de gens de classe modeste qui voyagent. Et bien sûr, quand vous avez une inflation sur les coûts, ne serait-ce que par exemple sur le kérosène et donc sur l'avion, vous avez des arbitrages qui se font. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois choses. Excusez-moi. La première, c'est que ils continuent globalement à voyager. La deuxième, c'est qu'ils choisissent une destination moins chère, parfois. Et la troisième, c'est qu'il y en a certains, effectivement, qui font pause et qui voyagent pas. Donc, en tout cas, en moyenne, les arbitrages budgétaires sur le voyage sont plus faibles que sur d'autres postes, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais ça reste réel, hein. Je dirais que ce qui se passe aujourd'hui en termes de géopolitique mondiale, d'inflation des coûts, d'instabilité mondiale liée aux guerres, ça génère des peurs. Vous avez des gens, par exemple, au début de la guerre Iran-Irak, Iran-États-Unis, pardon, excusez-moi, ont arrêté de voyager, mais dans le monde entier. Pas qu'en Arabie Saoudite et à Oman ou à Dubaï. Non, non. Il y a des gens chez nous qui ont décidé de pas aller au Portugal. Vous voyez? Donc tous les pays du monde sont touchés quand vous avez une insécurité comme ça. Bien entendu, le Moyen-Orient et l'Asie ont été plus touchés pour des raisons à la fois de perception technique et puis aussi de peur. Et puis vous avez même des gens qui voulaient plus voyager en Asie, non pas parce qu'ils avaient une escale dans le Golfe, mais parce qu'ils voulaient pas survoler le Golfe. Qui est absurde parce que aucun avion civil ne survole des Il y zones a de aussi guerre. il y a aussi des tensions en Asie. Par exemple, là, j'ai Oui, j'ai alors il y a aussi directement des tensions en Asie, vous avez entre raison, la ça Chine et joue le aussi. Japon, par Tout exemple. à fait, ou alors entre je crois que le Cambodge et le Vietnam, là, se sont un peu, ou la Thaïlande plutôt, se sont un peu tapés dessus. Voilà. Mais, et puis aussi la peur de pas avoir de kérosène pour revenir. Bon, il y a ça aussi, hein. Bon, il y a tout un tas de trucs. Néanmoins, en général, vous savez, ça dure pas longtemps, ça. Vous avez une phase de crispation très forte. Et ensuite, si la guerre ne devient pas mondiale, type la guerre en Ukraine, hein, ou celle que nous vivons à l'heure actuelle en Iran, si elle ne s'étend pas, ben les gens s'habituent, ils se disent bon maintenant ça suffit, je revoyage quoi. Vous voyez, ça suffit, je revoyage, j'en ai marre. Voilà. Donc il y a des conséquences, mais pas si catastrophiques que ça. Par contre, il y en a plus quand même sur ceux qui voyagent avec un pouvoir d'achat plus limité. Vous voyez, par exemple, chez Voyageurs du Monde, si les prix des avions montent, et donc les prix des voyages en général montent, je vais perdre moins de clients que la hausse du prix du voyage. Donc au final, je vais y gagner en chiffre d'affaires. Si par exemple les voyages montent de 10%, les prix, je vais peut-être perdre 3% de clients, donc mon chiffre d'affaires va monter de 7%. Parce que votre objectif, c'est pas nécessairement de faire du volume. Non, non. Nous, notre objectif, c'est de faire de la qualité. Mais ça, c'est aussi l'ADN spécifique de Voyageurs du Monde. C'est-à-dire qu'on veut faire des voyages authentiques, vrais, profonds, qui soient pas des voyages de bronzette, on va dire, pour faire court. Voilà, de faire apprendre des choses aux gens. Après, les gens peuvent changer de catégorie de prestations pour pouvoir rentrer dans leur budget. Mais nous, on cherche ça d'abord. Et nos clients,
ils vont plutôt payer un peu plus cher que d'annuler leur voyage. Voilà. Ok. Moi, l'une des Donc les questions. conséquences, ça veut dire que les conséquences sur l'inflation dans le voyage sont à relativiser. Paradoxalement, elles nous avantagent plutôt qu'elles nous handicapent. Parce que Ok. l'élasticité n'est pas proportionnelle. Oui. Quand les prix montent, le nombre de gens qui voyagent ne baisse pas d'autant que le fait que les prix montent. Clairement. Et ça dans tous les segments. Ok. Moi, l'une des questions aussi que j'avais pour vous, ça concernait notamment ce que l'on vit depuis quelques années. C'est-à-dire que depuis 2022-2023, les taux ne cessent de monter. Aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, ils restent stables. En Europe, ils ont commencé à rebaisser, mais bien évidemment, les taux longs, eux, de leur côté, n'ont cessé de grimper. Donc le crédit coûte plus cher, c'est un fait. Ça impacte les entreprises, mais ça impacte aussi les ménages. Alors, je suis bien conscient que chez Voyageurs du Monde, de mémoire, votre position en termes de dette n'est pas problématique, loin de là, bien au contraire. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est notamment du côté des ménages, et Dieu sait que beaucoup de ménages utilisent le crédit pour partir en voyage. Donc moi, la question que je me pose, on en parlait encore tout à l'heure, ça concernait la demande. Est-ce que vous voyez déjà vraiment un impact sur la demande par rapport à cela? Ou est-ce que le tourisme reste, à vos yeux, complètement déconnecté des cycles financiers? Alors, je vois assez peu d'impact. Et puis, je peux le raisonner au-delà de Voyageurs du Monde, parce que j'ai plein de confrères qui sont sur ce que j'appelle du voyage de masse, plus abordable, et donc qui touche des populations qui pourraient avoir des problèmes de pouvoir d'achat plus importants. Et par exemple, les systèmes de crédit dans les voyages que certains voyagistes ont proposés n'ont pas très bien marché. Hmm. J'ai l'impression que les gens sont réticents à s'endetter pour voyager. Ils peuvent s'endetter pour une voiture, pour un appartement, pour voyager, moins. Donc, j'ai pas l'impression que le renchérissement du crédit a généré ce type de phénomène, sachant qu'en plus, comme vous le savez, Omar, le crédit à la consommation, parce que là, on serait dans du crédit à la consommation, Oui, et sur des taux totalement prohibitifs. c'est clair. Totalement prohibitifs. Bon. Donc, voilà. Et puis, par ailleurs, moi, je vous dirais d'une façon plus générale sur les taux au-delà du voyage, où moi, là, je sens qu'il n'y a pas tellement d'impact, que les taux, s'ils sont remontés, restent quand même relativement bas. On est sur des taux longs, par exemple, à 4%, à 10 ans. Ça reste quand même très bas, quoi. Et des taux courts encore plus bas. Et donc, moi, je pense qu'on est plutôt dans un risque inverse, qu'on a trop de dettes publiques et privées, donc trop de masse monétaire, et il serait urgent de réguler un peu ça, quoi. Parce que ça me paraît mal. Si vous voulez, vous connaissez ça aussi bien que moi, hein. Oui. Ils ont mis tout un tas de ratios bancaires pour éviter les faillites en cascade, Oui. hein, ce qu'on appelle les fameux ratios dette sur fonds propres, hein, pour faire court, ou dette sur provision et sur réserve dans les assurances. De solvabilité, oui. Voilà, de solvabilité. Mais moi, je pense que le volume commence à devenir délirant. Il est plus élevé il est beaucoup plus élevé en euros constants, en dollars constants, que lors de la dernière crise financière. Mais ça tient grâce à tout ce que on vient d'évoquer. Mais je pense que ça tiendrait pas éternellement. Parce que ça va trop loin. Moi, je vois des montages qui me paraissent un peu délirants, quoi. C'est-à-dire que quand on a, je sais pas si je dis pas une bêtise, mais à peu près une dette mondiale, publique et privée, qui doit être de l'ordre de 2,5 fois le PIB mondial, ça commence à être chaud, quoi. Hein, je sais pas ce qu'en pense Yann, notre trader de génie, Ah non, mais complètement, non, complètement d'accord. Puis d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a abordé lors d'un des épisodes précédents, avec notamment ne serait-ce que la dette américaine, qui a atteint 39 000 milliards. Donc, et bah effectivement, ouais. la Et donc, soutenabilité, elle absolument. est. Et donc, du coup, Omar, moi, ce que je pense, c'est que si les taux montaient encore un peu, ça serait pas forcément plus mal. Pour calmer le jeu là-dessus.
Ah, tu sais, enfin, vous savez, j'ai un peu cette vision-là, mais j'essaye un petit peu de rester toujours mesuré dans mes pensées. Mais on avait eu, c'était Pierre Laroutureau qu'on a eu la dernière fois et qui a Tout à dit fait. exactement la même chose que vous. Exactement la même chose que vous. Notamment sur la Ouais. partie crédit privé. C'est là où pour lui les choses commencent un petit peu à se tendre. Mais, vous avez vu, là, il y a une crise du private equity. Ouais, On en a Hein. Il y a bien une parlé très sûr. grave également. crise du On en private a parlé, equity. ouais. On en a Bon. parlé l'année dernière déjà. Bah, parce qu'en fait, le private equity, toute proportion gardée, hein, faut savoir interpréter ce que je vais dire, c'est devenu une immense pyramide de Ponzi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe les lignes d'un côté à l'autre, ça peut jamais sortir en moins-value, ça met des multiples délirants, en particulier sur la nouvelle économie, alors maintenant sur l'IA, n'en parlons pas. Et donc, à un moment donné, je sais pas comment ils vont retrouver leur prix de revient, ces gens-là. Hein. C'est tout. Donc, à un moment donné, il va y avoir ce qui se passe toujours dans ces situations-là, comme il va se passer, comme il s'est passé dans les crises financières précédentes ou sur l'immobilier chinois, il y avait une purge. Ça va purger. Et il y aura un peu de casse. Ça, c'est vrai. Ah, je me range complètement de votre côté. Alors pour moi, ce qui a été le coup de grâce, c'est le revirement de la société Allbirds, de la société de chaussures, de fabrication de chaussures, Ouais. qui a reviré, enfin qui a annoncé son revirement de la fabrication de chaussures à l'intelligence artificielle, notamment sur les GPU. Et le cours de l'action a bondi de 860%, quelque chose comme ça. C'est dire le délire. Donc c'est comme si demain Non. Havaianas qui fait des sandales dit en fait on fait de l'IA et puis le cours Ouais. de l'action fait un Alors, fois 10 quoi. c'est très intéressant, Yann, ce que vous dites là. Et moi, je vais vous donner une conviction personnelle que j'ai sur l'IA. Alors, moi, l'IA, bon, je suis un mathématicien à la base, hein, donc, Mhm. bon. Vous savez de quoi vous parlez. Non, c'est pas que je sais de quoi ça parle, c'est que ça me parle, ça m'intéresse. C'est un scientifique. Ouais, voilà. Même si je suis très émotionnel par ailleurs, en particulier sur le positionnement produit et l'image de Voyageurs du Monde. C'est pour ça que j'ai cette double casquette qu'on évoquait tout à l'heure en marre Ouais. d'entrepreneur et de gestionnaire. Bon. Moi, je pense que l'IA, ça va changer beaucoup de choses, mais que ça va faire moins de révolutions que les gens le croient. Et que ça va prendre du temps. Par Amen. contre, ça va révolutionner beaucoup de choses. Hein. Bon. Et moi, ce que je crois surtout, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je crois que les investisseurs financiers n'y comprennent rien. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Et du coup, comme ils comprennent rien, bah, ils ont peur. Donc, quand ils doivent investir, un private equity, ils doivent investir dans une boîte de logiciels ou une Exactement. boîte de voyage. Il se dit, mais dites-moi, expliquez-nous comment vous allez faire avec l'IA. Alors, de toute façon, l'entrepreneur, il peut pas tout expliquer ce qu'il va faire avec l'IA parce qu'il apprend en marchant. Parce qu'en fait, on sait pas tout. On apprend en marchant. Ouais. Et du coup, vous allez beau raconter tout ce que vous voulez à l'investisseur, comme il comprend rien, bah, il va pas mieux comprendre à la fin. Hein. Parce qu'en fait, il faut qu'il ait un point de vue. Si l'investisseur, il n'a pas un point de vue, quel qu'il soit, hein, telle boîte va être renforcée par l'IA, telle boîte va C'est souffrir de ça. l'IA, telle boîte va avoir des plus et des moins. Nous, par exemple, je pense que chez nous, on va avoir des plus, plein de plus et puis des moins. Bon, voilà. Mais Voyageurs du Monde va pas disparaître à cause de l'IA demain parce que il y a un petit malin qui va demander un voyage sur mesure avec un prompt brillant sur ChatGPT. Tout ça, c'est de la flûte intégrale. Hein. Bah, c'est l'une des questions qu'on va Voilà. vous poser d'ailleurs par la suite. Hein. Ben, voilà. Et les logiciels, c'est pareil. Euh, il y a plein de gens dans le logiciel qui vont énormément gagner grâce à l'IA et puis d'autres qui vont être perdants. Mais ça va pas se faire en 5 minutes. Et les investisseurs, ils savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand on sait pas? Bah, quand on voit qu'on pense qu'une boîte devient IA style, bah, on paye 800 fois, là, ce que vous avez dit, hein, Tout à fait. la boîte de chaussures, là, débile. Ou alors, vous pensez que la boîte va disparaître et vous la vendez à la casse alors qu'en fait, elle a plein d'actifs intéressants et que c'est pas si simple. Alors en fait, ils sont pas très perspicaces sur l'analyse de l'IA dans les business. C'est vrai. Voilà. Je ne peux Je qu'acquiescer. suis, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est le point de vue que je partage. C'est d'ailleurs pour ça que je faisais la remarque en évoquant cette boîte de chaussures.
Pour revenir un peu sur le voyage justement, je pense que le conflit actuel au Moyen-Orient est un très bon exemple. À chaque crise géopolitique, donc on a l'impression que le monde devient beaucoup plus dangereux. Est-ce que vos clients réagissent immédiatement et par exemple arrêtent complètement de voyager ou alors est-ce qu'ils finissent toujours par repartir? Je voudrais utiliser l'exemple de Dubaï par exemple, où on a eu une grosse fuite des expatriés de Dubaï qui reviennent vers leur pays d'origine. J'en ai vu pas mal à un événement crypto récemment. Ils venaient tous de Dubaï, ils habitent tous à nouveau en France. Est-ce que en général on finit par repartir ou on se dit non, c'est devenu trop dangereux? Hmm. Alors, je vous parlerai du cas spécifique de Dubaï après parce que c'est vraiment très particulier et c'est pas vraiment du tourisme, Dubaï, c'est encore autre chose. Quand vous avez une crise dans une région, quelle qu'elle soit, des attentats, une crise sanitaire, un coup d'État, une guerre, la première chose qui se passe, c'est que les gens annulent leur voyage prévu dans la zone et partout dans le reste du monde. Ça dure pas très longtemps, ça. Avant, ça pouvait durer 4-5 mois, comme ça a été le cas durant 11 septembre 2001. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ça dure une semaine, 15 jours. Regardez, on avait une vingtaine d'annulations faciles par semaine au début par jour même, au début de la crise en Iran, États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que la situation s'est améliorée? Non. On ne sait pas où on va. On sait juste que Trump va sortir une connerie toutes les 2 heures et qu'il va changer d'avis 2 heures plus tard. Bon, voilà, ça on sait. Par contre, est-ce qu'on sait s'il va y avoir un accord de paix? Est-ce qu'on sait si la guerre va s'étendre, va se poursuivre? On n'en sait rien. Donc, la situation est la même. Aujourd'hui, on a 0 annulation. 0. Pourquoi? Les gens sont habitués. Rien n'a changé, mais les gens sont habitués. Donc, vous avez toujours 3 phases dans ces cas-là. Premièrement, les gens annulent et les gens ne réservent plus. Ensuite, les gens n'annulent plus, mais ils réservent beaucoup moins. Les nouveaux voyages, les réservations. Ouais. En clair, le type qui a annulé a plus de chances de... Le type qui est déjà inscrit, a plus de chances de partir sur la destination que de s'y inscrire s'il n'était pas encore inscrit. Vous voyez? Ouais. Le type, il a son voyage en Égypte, il s'inscrirait plus en avril, mais comme il s'est inscrit en février et qu'il n'a pas annulé, il va y aller. L'inscription génère le fait que vous baissez votre sentiment du risque. C'est comme ça. Bon. Et la troisième phase, où les annulations n'ont toujours pas lieu, évidemment, comme dans la deuxième phase, mais les inscriptions reviennent presque au même niveau qu'avant. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans le reste du monde. Et, dernière phase, la destination touchée, si elle n'est plus touchée, exemple, crise politique grave et guerre civile en Égypte, ça se termine, Sisi prend le pouvoir, il met les islamistes en prison, et même malheureusement les étudiants qui faisaient la révolution démocratique. Bon, eh ben, très vite, les inscriptions reprennent en Égypte. C'est-à-dire que tout ça est beaucoup plus court qu'avant. Et l'oubli est total. Et ça sera le cas pour Dubaï en destination touristique. C'est-à-dire que nous, on vend très peu de Dubaï. C'est pas du tout l'ADN de Voyageurs du Monde. C'est pas du tout notre ambiance. On vend pas de séjour. On vend pas des endroits un peu bling bling. Bon, bref. Il y a des choses intéressantes à faire à Dubaï. Mais enfin, globalement, c'est pas tout à fait la tasse de thé de nos clients. Ils vont plus aller à Abu Dhabi, à Oman, en Arabie Saoudite, en Jordanie, évidemment, etc. Bon. Mais les clients qui allaient à Dubaï et qui n'y vont plus parce qu'ils ont peur de se prendre un missile iranien, ils vont y revenir très vite quand ça va être terminé. Ils vont y revenir très vite. Je suis pas du tout inquiet, moi, sur le côté place touristique de Dubaï. Après, leurs histoires on installe des influenceurs et des joueurs de poker et des joueurs de crypto-monnaie parce qu'ils veulent pas payer d'impôts, en gros, parce que voilà. Je pense que ça va revenir aussi.
Parce que si la paix se stabilise dans la région et que Dubaï conserve ses avantages, garde ses avantages fiscaux, vous savez, les gens, ils vont vite, qui sont rentrés à Paris, ils vont vite repartir là-bas, hein. Ouais, Et le puis ils vont portefeuille. rechouiner après quand il y aura une nouvelle missile en demandant au Quai d'Orsay de venir les chercher. Enfin bon, ça c'est autre chose. Bah alors justement, moi la question que je me pose avec tout ce qui se passe, c'est est-ce que la géopolitique est redevenue aujourd'hui le facteur numéro un qui pilote l'activité de voyageurs du monde ou pas du tout? Alors, elle est cruciale parce que la géopolitique influence énormément les gens qui s'inscrivent. Mais nous, on a réglé ce problème il y a très longtemps, parce qu'on a très longtemps perçu que les crises passaient d'un continent, d'un pays à l'autre, etc., en proposant le monde entier. C'est-à-dire que chez Voyageurs du Monde, vous pouvez aller au Vanuatu comme aux États-Unis. Et on a des spécialistes sur tous ces pays. Et comme on a des spécialistes sur tous les pays, parce qu'on est en vente directe avec des gens très, très, très pointus, et qu'on peut se retrouver dans la situation où tout d'un coup, on n'a plus d'activité sur le Brésil parce qu'il y a une guerre civile au Brésil et qu'on a 15 conseillers Brésil qui se retrouvent au chômage technique, eh bien, on s'est organisé pour que tous nos conseillers spécialistes, ils aient 2 ou 3 destinations dans leurs mains et qu'ils soient surtout pas proches. Donc, notre spécialiste Arabie Saoudite, il peut être spécialiste du Japon. Et donc, quand l'Arabie Saoudite s'arrête, comme ça a été le cas là, parce que l'Arabie Saoudite s'est ouvert, hein, vous savez, pour la première fois depuis des décennies, on peut aller partout en Arabie Saoudite et en individuel, en dehors de la Mecque. On peut aller à Médine, on peut aller au Roi Khali, enfin, voilà. Notre spécialiste Arabie Saoudite, il se retrouve au chômage technique, c'est pas grave, il est spécialiste du Japon, et la probabilité que l'Arabie Saoudite et le Japon soient en guerre en même temps est quand même assez faible. C'est possible, hein. Bon. Ouais, elle est très faible. Dans le monde d'aujourd'hui, Donc en on fait, ne sait nous, plus. notre réponse, Omar, à ça, c'est on vend le monde entier. Et d'ailleurs, tu vois, on a eu 200 clients qui n'ont pas pu partir au moment du début de la guerre à Dubaï, à Abu Dhabi, à Oman, en Arabie Saoudite et même en Jordanie, parce que les bombes survolaient la Jordanie, donc il n'y avait pas de problème de sécurité en Jordanie, mais t'as pas un type qui acceptait d'y aller, évidemment. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On les a envoyés partout ailleurs dans le monde. Alors, le chiffre qui est intéressant, c'est de savoir que 90% ont accepté d'aller ailleurs tout de suite, ailleurs, D'accord. et que la majorité d'entre eux sont pas allés sur une autre destination orientale, type Égypte ou Maroc. Pas du tout. Et certains y sont allés, puis la plupart, ils n'ont pas fait ça. Il y en a qui sont allés au Portugal, d'autres qui sont allés au Mexique, d'autres qui sont allés au Brésil, d'autres qui sont allés au Japon. Il y a eu tous les cas de figure. Ok. Pour En rester tout cas, sur... ce qui est clair, c'est que, si vous voulez, c'est pour répondre un peu aussi d'une autre façon à votre question, au début de ma carrière de voyagiste, on avait des petites marques, parce qu'on a d'autres marques dans le groupe Voyageurs du Monde, qui étaient spécialisées que sur les déserts, que sur l'Afrique, que sur les États-Unis. Bon. Et très vite, on a compris avec mes associés que c'était une ânerie. Qu'on s'exposait. Et quand moi j'ai mes amis, là, par exemple, confrères voyagistes, qui sont 100% sur l'Égypte, mais comment voulez-vous qu'ils s'en sortent pendant les années de la révolution égyptienne, les années Morsi, C'est les vrai. coups d'État, les guerres civiles? C'est pas possible. Donc il faut pas faire ça. Il faut pas être mono-destination. Il faut même pas être mono-continent. Vous voyez, j'ai un confrère qui s'appelle Asia, qui est un copain. En ce moment, il souffre parce que toute Asie est touchée. Et comme il souffrait il y a 5 ans quand il y avait le SRAS, vous savez, le virus asiatique. Faut pas faire ça. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, être mono-destination, mono-zone, c'est dangereux. Ok, ça fait du sens. Ça fait complètement sens. Et pour rester sur notre ami Trump, pour le prendre en exemple, donc depuis son arrivée au pouvoir, justement, on a observé que le dollar s'est quand même fortement affaibli. Est-ce que ça change les habitudes concernant les destinations, par exemple? Certaines destinations peuvent redevenir un peu plus accessibles. On pense par Attractive. exemple à New York, etc. À contrario, si je prends l'exemple du Japon que je connais un peu mieux,
après avoir discuté avec pas mal de Japonais, ils partent plus du tout en vacances, ou en tout cas, ils limitent fortement les voyages hors archipel nippon, parce que le yen est tellement faible que Mais voyager à Paris, par exemple, ça leur coûte un rein et les deux bras. Donc, est-ce que certaines destinations redeviennent plus accessibles et d'autres moins? oui, oui, très clairement, il y a un impact des effets de change sur les choix des destinations dans le monde. J'ai été président de l'Office du tourisme de Paris pendant Ouais. 3 ans, j'ai vu ça, hein, je les avais un peu dans le monde entier. Donc il y a un impact. Néanmoins, il y a des exceptions. Exemple, Trump. Les Européens peuvent pas supporter Trump. Ouais, c'est vrai. C'est pas moi, c'est les Européens. Moi, je supporte pas, mais à la limite, on s'en fout de mon avis. En tout cas, je vais vous donner un chiffre. Sur les 12 derniers mois, les États-Unis, qui étaient la première destination de voyageurs du monde, la première, hein, depuis 30 ans. La première depuis 30 ans. Les États-Unis sont en baisse depuis un an, pas depuis 15 jours, hein, depuis un an, de 70%. Ouf. Ok. Parce que les Européens, au début, on a fait pendant quelques mois, moins 30, moins 40. Il y avait la moitié de défiance Trump, la moitié de pouvoir d'achat, parce qu'à l'époque, c'était l'inverse, le dollar Oui, montait. c'est très très fort. Depuis, le dollar s'est écroulé, a rebaissé. Et là, on aurait pu se dire, le moins 30 va revenir. Ah ben non, on est passé à moins 70. Parce qu'entre-temps, M. Trump a voulu annexer le Groenland et a fait un tas de déclarations très sympathiques envers les Européens. Voilà. Il y a aussi l'image qu'il renvoie des États-Unis, tout simplement. Et les gens Ben peuvent oui, se on se dire, dit, mais qu'est-ce qu'on ça a foutu chez m'intéresse ces plus. gros cons? Voilà. Vous êtes En plus gros, c'est prosaïque que ça, quoi. moi. C'est caricatural, parce que évidemment, les Américains, il y a plein d'Américains qui sont pas du tout d'accord avec tout ce que fait M. Trump. Heureusement, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas, quoi, chez ces gens qui nous traitent comme des moins que rien, qui nous insultent, en tout cas l'administration Trump, qui, vous avez vu les comportements qu'il a eu encore vis-à-vis du président Macron récemment, mais il a fait ça aussi avec le Premier ministre britannique, Avec Mélanie. et avec d'autres dirigeants européens. Et puis, par ailleurs, il y a aussi le fait que vous avez vu, il y a eu beaucoup d'informations qui ont dit qu'on allait observer tout ce que vous mettiez sur vos réseaux sociaux, tout ce que vous faisiez comme Pour entrer sur le territoire, publication. notamment pour la Moi, Coupe par du exemple, Monde. je n'ai pas d'ESTA pour aller aux États-Unis, parce que je suis allé en Iran, je suis allé au Soudan, je suis allé dans des pays qui sont problématiques pour les Américains. Donc moi, je dois avoir un visa. Mon visa a pris échéance là, avril, et je dois y aller en juillet, en juin. Donc j'ai redemandé mon visa. Je me suis dit, vu tout ce que je balance sur les réseaux sociaux sur Trump, je ne vais pas avoir mon visa. Ils me l'ont donné. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui ont peur d'avoir leur ESTA, mais d'être bloqués à l'entrée ou bloqués à la sortie. Vous voyez? Donc ça joue. Je vais prendre mon exemple parce que moi c'est un peu spécial. Moi je suis résident à Monaco de nationalité égyptienne. Tu vois, vous avez beaucoup parlé de l'Égypte et donc je comprends largement tout ce que vous me dites. Moi par exemple, à titre personnel, je ne suis jamais allé aux États-Unis parce que je sais que ça peut être très problématique d'obtenir le visa et j'ai toujours aussi cette peur entre guillemets de galérer à rentrer à l'intérieur quand j'aurai fait le voyage et puis aussi de revenir à la maison quoi. Je vais pas vous mentir. Oui, mais alors en même temps, je pense que si tu as ton visa, tu t'auras pas de problème parce que, en fait, les gens qui ont des problèmes à cause de l'administration Trump, c'est les gens qui sont visibles médiatiquement. C'est Thierry Breton qui a dit des horreurs sur Trump. C'est un tel, un tel, un tel. Bon, le PDG de Voyageurs du Monde, il s'en fout complet. Il a bien raison d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc toi, c'est peut-être parce que tu vas pas avoir ton visa parce qu'il y aura un quota ou je sais pas quoi. Mais si tu as ton visa, aucun problème. Tu sais qu'on a des produits exceptionnels en Égypte, nous, hein. Je me Tu doute. sais ça, Omar. Je me doute. Des bateaux, etc. Non, mais faut que tu saches que sur le Nil, il y a une petite parenthèse, là, touristique. Sur le Nil, il y a 300 bateaux sur le Nil. Il y en a un qui date de l'époque du début du 19e siècle. Qui est un bateau à roue à aube, à vapeur, tout en bois, qui est unique, qui est une pièce de collection
et qui nous appartient et qu'on a entièrement rénové pendant 30 ans, Énorme. qui s'appelle le Steamship Soudan. Et donc, moi, quand je vais en Égypte, je suis plus connu en Égypte qu'en France. Hein. Va regarder sur le site internet. Je vais regarder. Je vais Parce que regarder. c'est mon pays préféré au monde. Hein. Merci. Merci. Bah écoute, Voilà. bah écoute, On a fait le tour? on a fait le tour, mais d'ailleurs, j'aimerais revenir encore sur un autre sujet. Je vais revenir un petit peu en arrière, hein, parce que on a beaucoup parlé du Covid et en tout cas du tourisme lors de la période du Covid. Il y a eu un peu un phénomène qu'on peut appeler un petit peu de revenge travel, hein. C'est-à-dire que les Mhm. gens ont tellement épargné et avaient tellement été enfermés qu'ils ont voulu voyager au maximum et bien évidemment, ça a expliqué un petit peu une certaine croissance pour le secteur du tourisme. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la croissance aujourd'hui de voyageurs du monde est toujours portée par un espèce d'excès de demande ou est-ce qu'on est revenu un petit peu à une certaine réalité un peu plus macro et limite presque plus fragile? Écoute, je pense que le revenge travel a été énorme. On a fait 25% de plus la première année post-Covid que la plus belle année de toute notre histoire avant le Covid. Incroyable. 25%. Bon, énorme. Alors, il y avait une partie qui était liée au prix, à l'inflation, d'accord, peut-être la moitié. Enfin, c'est quand même colossal. Ensuite, derrière, on a eu une croissance d'à peu près 7% par an les 2 années qui ont suivi. Cette année, c'était un peu plus modéré avant la crise iranienne. Mais je dirais qu'on est revenu dans une période normale où notre croissance hors acquisition, hors lancement de nouveaux points de vente, parce qu'on s'implante de plus en plus dans plein d'endroits en Europe. On va ouvrir là, Munich en septembre et Milan en décembre. Notre croissance sera plus raisonnable, on va dire entre 4 et 5% par an maximum, quoi. Ok, Et elle est normale. Elle est un peu celle du marché mondial du voyage, quoi. Or, évidemment, événements géopolitiques particuliers, bien sûr. sachant que cette année, je pense qu'on fera pas mieux et peut-être même moins bien que l'année dernière. Ok, Mais le Orange Travel, il est terminé. C'est clair. d'accord. Par contre, la croissance restera bonne parce que on bénéficie à la fois de la croissance du marché du voyage en général, pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début de notre conversation, et puis parce que nous, on est sur 2 créneaux, le voyage sur mesure en individuel et le voyage d'aventure, qui sont des créneaux qui sont porteurs à l'intérieur du voyage. En gros, les gens voyagent beaucoup moins en groupe et beaucoup plus en individuel. Et comme on est les rois du pétrole sur l'individuel, ben Ça marche. voilà. Et que par ailleurs, on va très loin dans l'ultra profiling, l'ultra sur mesure, l'ultra service. Bon ben voilà, tout ça fait qu'on est sur des segments porteurs. Alors c'est parfaite transition avec la question que moi je voudrais vous poser justement depuis le Covid et avec la situation géopolitique, etc. Est-ce que les habitudes de voyage ont changé? Est-ce qu'aujourd'hui on est sur du voyage qui reste plus court, plus proche, plus premium, ou est-ce qu'on est sur de l'opportunité quand les prix baissent par exemple, ou quand il y a on va pas citer de concurrents, mais quand certains sites proposent de grosses réductions par exemple, est-ce qu'on est plutôt sur ce type de profil qui émerge ou comme vous le faites, on va sur du profiling, de la qualité? Et tu as les 2 tendances. Tu as ceux qui... et ces 2 tendances existaient avant le Covid. Hein. Le Covid n'a rien changé de ce point de vue-là. Il n'a pas changé les destinations, il n'a pas changé les distances. Tout ça, c'est du bullshit. Ça a duré comme ça pendant le Covid, évidemment. Hein. Tu pouvais voyager en Europe, tu pouvais difficilement prendre l'avion, donc tu C'est pas prenais le train, resté etc. justement, ces habitudes-là, elles sont Non, pas restées? non, non. Par contre, il y a 2 tendances complètement opposées qui se cumulent dans le voyage et qui sont très fortes. C'est la première, c'est la recherche du prix, essentiellement sur le marché du séjour soleil vacances, où là c'est la guerre des prix entre les tours opérateurs, les compagnies aériennes qui deviennent elles-mêmes des tours opérateurs. Par exemple, vous avez une compagnie aérienne low cost qui s'appelle EasyJet, qui a monté un voyager qui s'appelle EasyJet Holidays, qui fait un énorme carton. Donc, il devient concurrent des voyagistes qui sont eux-mêmes clients des low cost. Enfin, bon, bref. Ouais. Donc là, vous avez un énorme marché du voyage séjour soleil à petit prix, où c'est la guerre. La guerre entre les destinations, la guerre entre les voyagistes, etc., etc. Puis, au contraire, un autre angle,
qui est ce que j'appelle des voyages expérimentiels, c'est-à-dire que tu veux apprendre, tu veux plus voir de choses, tu veux de la qualité, tu veux des rencontres, etc. Et ça, c'est plus la tendance voyageur du monde. Voilà. Mais les deux se cumulent, hein. Elles sont opposées, mais elles se cumulent. Et les deux sont en croissance. Ce qui va être en décroissance, c'est le voyage en groupe à 40 dans un bus avec un accompagnateur ringard qui te raconte la cité interdite, comment ça fonctionnait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Quoi. Ça, c'est un peu dépassé, quoi, comme forme de voyage. Ok. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même sur la question de l'IA. Parce que là, du coup, je vais être un peu direct. Est-ce que vous pensez que votre métier est en train de devenir beaucoup plus puissant avec toutes les évolutions que l'on voit aujourd'hui, ou est-ce que vous avez la sensation qu'il peut être vraiment en danger? Bah, j'ai la sensation des deux. C'est-à-dire que toutes les fonctions qu'on réalise en front office, hein, parce que c'est d'abord là que ça se passe pour moi, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on fait avec les clients. Eh ben, tout ce qui est standard et simple, je pense que l'IA va le faire à la place des humains, très vite. On a regardé ça un peu de près. On pense qu'entre 20 et 30% de ce que font nos conseillers, les plus pointus, sera remplacé par des outils IA, à terme. Bon. Ok. Et en même temps, sur les outils, sur les choses que font nos conseillers qui sont beaucoup plus complexes, où l'IA pourra pas les remplacer, l'IA va pouvoir par contre énormément les aider et aller plus vite. Donc en fait, on va essayer d'utiliser l'IA en front office comme de l'humain augmenté. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours besoin de tes humains, hein, parce qu'ils ont des choses que pour l'instant, l'IA ne fait pas, en tout cas pour l'instant. Et que par contre, l'IA va leur permettre d'être beaucoup plus forts dans leur domaine d'expertise et de gagner du temps dans les domaines inutiles. Et ça, tu peux le faire aussi en back-office. Ouais. C'est moins important parce que là, tu vas gagner sur les coûts. Tu ne vas pas gagner sur ta qualité de service, donc c'est pas ton enjeu métier. Mais par exemple, moi, je suis sidéré de ce que je vois de ce que fait l'IA sur le juridique. Tu te demandes pourquoi tu dois avoir encore des juristes ou des avocats, quoi. Alors, je pense qu'il faut en avoir qui sauront utiliser l'IA. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas dans une équipe de 5 personnes, tu vas peut-être passer à 3 à terme, mais 3 beaucoup plus forts. Parce qu'ils savent utiliser l'IA, parce que l'IA va inventer ces nouveaux métiers. Parce que c'est bien gentil, l'IA, mais si t'as pas des gens qui savent les utiliser, et c'est pas simple, parce que quand tu vois qu'il y a 100 IA qui sont pas les mêmes en termes de qualité en fonction des métiers que tu exerces, il y a un vrai métier qui va être je suis un pro de l'utilisation des IA, pas pour aller faire des codes IA, ça c'est débile. Ça c'est des ingénieurs de trop haut niveau. Et avoir des gens qui vont l'utiliser, etc. Donc chez nous, ça va être, je pense, beaucoup d'opportunités pour améliorer notre productivité et notre valeur ajoutée, les deux. Ok. Mais on est dans un secteur, nous, enfin dans un positionnement métier, où la valeur ajoutée est très 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 forte, déjà, de par ce qu'on a fait. Alors que si tu es sur un voyagiste qui vend des séjours club soleil aux Canaries, là, attention, parce que je pense que les IA vont pouvoir le faire toutes seules, assez vite. Mais en même temps, déjà à la base, il n'y avait pas une énorme valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, par exemple, tu as des agences en ligne qui sont des consolidatrices de vente de vols secs. Elles comparent toutes les offres des compagnies aériennes. Il y a une valeur ajoutée parce que c'est compliqué de savoir quel vol tu dois prendre entre Paris et Istanbul. Il y a plein de solutions, etc. Mais c'est pas assez compliqué pour que les IA puissent pas le faire à ta place. Donc, je pense, tu prends une boîte comme Booking, je serais inquiet, moi, à leur place. Oui, je suis d'accord. C'est une boîte fantastiquement puissante, mais attention, parce qu'une IA doit pouvoir faire ce qu'elle fait assez vite. C'est vrai. Pareil pour Expedia. Clairement d'accord. C'est pas le cas d'Airbnb, par exemple, parce qu'Airbnb, il faut avoir les produits, il faut les contracter. Une IA, elle peut pas faire ça. Donc, Airbnb est plus protégé. Entièrement d'accord. Voilà.
Bon, les Jean- amis, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que ça Alors, vous oui. allait. Alors, C'était très justement, pour sympa ce petit moment conclure, avec vous. Vas-y, vas-y, étant Yann. conscient de votre contrainte de temps, alors on va conclure avec une question. Est-ce que vous êtes optimiste ou inquiet pour l'évolution du tourisme dans les 10 prochaines années? Votre vision du futur? Je suis optimiste hein, parce que je pense que l'envie de voyager est dingue, mais que ceux qui s'en sortiront devront être extrêmement agiles et avoir beaucoup de valeur ajoutée. Parmi ceux qui seront les opérateurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que le tourisme va croître qu'il va pas y avoir beaucoup de faillites d'agents de voyage et de voyagistes. Je crois que si, moi. Parce que il faudra justifier de sa valeur ajoutée, justifier de son adaptabilité à l'IA, à la géopolitique, à tout ce que vous venez d'évoquer. Et justement, le vieillissement démographique ne vous fait pas peur par rapport à tout cela? Au contraire, plus t'es vieux, plus tu voyages. Ok, Efficace, simple. top. Bah écoute, Pouvoir Yann, d'achat. En fait, Omar, au-delà de la plaisanterie, c'est assez logique parce que tu as plus de pouvoir d'achat et tu as plus de temps. Donc plus enclin à voyager, forcément. Voilà. Donc, le vieillissement de la population est un atout pour le secteur du voyage. ok, Moins pour le secteur des couches bébés. ça c'est sûr. Bon, à bientôt, les amis. Bah écoute, Yann, peut-être tu veux faire une conclusion à cette vidéo, comme ça on boucle Oui, oui, et oui. puis ce sera parfait. Évidemment, je vais conclure par un énorme merci à Jean-François pour d'avoir accepté l'invitation, pour la pertinence des réponses, le temps qui nous a été accordé. Merci beaucoup. Évidemment, merci Omar d'avoir co-animé ce podcast avec moi et comme d'habitude, merci à tous les auditeurs, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Music, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. En- Encore merci Jean-François, Merci, franchement hein. c'est top. Merci, Omar. Un plaisir, hein. Alors, regardez le Simship Soudan, Ouais, je vais regarder Égypte, sans faute, je ton regarde. pays. Le plus À beau. bientôt. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine, excellente soirée à tous. Merci. Merci beaucoup.